Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver après cette longue absence dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos et sur les réseaux sociaux. Mais comme vous le savez sans doute, j'étais en vacances, alors j'en ai bien profité et je reviens enfin pour vous parler de mes dernières lectures. Bon alors vous, qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps? Est-ce que vous avez lu des trucs cool dont vous aimeriez me parler? Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à le faire en commentaire, tout comme n'hésitez pas à réagir aux dernières lectures dont je vais vous parler. Mes dernières lectures ne sont d'ailleurs pas bien nombreuses, alors que dans mes précédentes vidéos, parce que j'avais été obligé de couper cette vidéo en deux parties, je vais vous parler de 12 dernières lectures. Cette fois-ci, je ne vais vous parler que de 4 livres, mais ce sont 4 ou presque tous gros morceaux. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ce ne sont aussi que des romans de littérature pour adultes, à savoir que je ne vais pas parler de livres destinés essentiellement à la jeunesse, mais il y a des trucs vraiment cool qui peuvent être lus par un public très large, donc je vous conseille réellement de rester. Le premier livre que j'ai lu depuis la dernière fois, c'est Les 1000 talents d'Eurydice Gusmao de Marta Batalla, qui est publié aux éditions de Noël. C'est un livre de littérature étrangère, brésilien je crois, qui raconte l'histoire d'Eurydice Gusmao, tout simplement. Et que sont les 1000 talents d'Eurydice Gusmao? Et bien c'est toutes ces choses qui vont animer sa vie, parce que mariée assez jeune, elle va vouloir remplir sa vie de multiples passions qui vont s'enchaîner les unes avec les autres et qui vont chaque fois être anéanties par son mari. Elle est juste vraiment ancrée dans une société conservatrice dans laquelle la femme s'occupe du foyer et des enfants et dans laquelle l'homme va travailler. La femme ne peut pas avoir de talent, d'activité dans ses journées, qui anime ses journées, de vie réelle dans le quartier, de passion. Elle doit s'occuper pendant la journée et s'occuper du foyer. Sauf que Eurydice, justement, elle a plein de choses qui l'animent. Un temps c'est la cuisine, un temps c'est la lecture, un temps c'est la couture, un temps c'est l'écriture. Et c'est toutes ces passions qui vont traverser sa vie qui animent le roman. Vous l'aurez compris, ce roman a un côté carrément féministe. Ce roman a aussi un côté hyper histoire narrée, histoire de femme, histoire racontée, histoire transmise, un peu dans la même veine que Le cœur cousu de Carole Martinez. J'ai vraiment adoré le style d'écriture généreux qu'a adopté l'auteur, dans lequel elle se laisse tout simplement aller à la plume, comme quelqu'un qui se laisserait aller à raconter une histoire et à faire des bifurcations. Après j'ai trouvé que justement dans les bifurcations, des fois il y avait des choses un peu plus lassantes ou des longueurs, alors que le roman est finalement assez court et se lit très très vite, malgré une histoire haute en couleurs, des personnages hauts en couleurs et une superbe couverture haute en couleurs. Ces couleurs restent figées et rendent finalement le roman parfois un peu fade. C'est peut-être un peu flou ce que je vous dis, mais j'avais l'impression qu'elle aurait pu plus se laisser emporter, qu'elle aurait pu plus se laisser aller dans l'histoire de ces femmes et dans la façon dont elle les racontait, et que finalement elle arrivait petit à petit à un truc un peu plus classique. Et en plus, comme l'histoire est pas toujours joyeuse, l'auteur n'a pas réussi, il me semble, à aller au bout de son histoire. Malgré tout, c'est une lecture vraiment divertissante et haute en couleurs et intéressante, que je vous recommande si vous voulez passer un moment agréable au Brésil avec des femmes fortes et pleines de talent. Et là les gars, attention, on arrête tout, j'ai enchaîné sur une espèce de petite pépite qui s'appelle Le pays des rêves oubliés, qui a été écrit par Lavinia Petti, une auteure italienne, et c'est son premier roman, et qui sera publié le 11 mai aux éditions du Seuil. Je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il ne sort pas maintenant, et je vais pas non plus trop m'attarder dessus parce que j'aimerais vraiment vous en parler plus longuement dans une autre vidéo afin de porter toute mon attention sur ce roman que vous devez lire. Mais c'est un roman pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur malgré quelques défauts. Le pays des rêves oubliés raconte l'histoire d'Antonio, un personnage, un vieil écrivain antipathique, solitaire, assez misanthrope et plutôt détestable. Deux choses vont venir perturber le quotidien de cet écrivain qui vient juste de finir d'écrire son nouveau roman. La première, c'est qu'il découvre une vieille photo et une vieille lettre visiblement écrite par lui dans son appartement, sauf qu'il a oublié qui était la personne de la photo et le destinataire de la lettre. La deuxième chose, c'est qu'un jour, il se perd dans la rue en rentrant d'un dîner et il va se retrouver dans un lieu très très étrange qui serait le royaume des choses perdues. Que ce soit des objets perdus, que ce soit des personnes perdues, que ce soit des espoirs perdus, que ce soit des histoires perdues, des souvenirs, des choses qu'on a égarées au cours de sa vie. Toutes ces choses se retrouvent dans un royaume qui s'appelle Tirnaïl et qui est plein de méandres tortureux à l'image de ce que peut être l'esprit humain.
Le roman est très long, je crois qu'il fait plus de 500 pages, si bien que pour moi il y avait quelques longueurs, mais malgré tout ça, le roman m'a vraiment fait un grand choc par toutes les qualités qu'il réunit. Alors oui, c'est le premier roman de l'auteur et du coup elle a des difficultés encore dans la narration que je viens de mentionner, mais malgré tout, elle a une plume extraordinaire, d'une poésie immense, avec lesquelles elle dépeint un monde vertigineux, qui est plein d'inventivité, qui est plein d'imagination, qui est complexe, fascinant, intéressant, magique. Mais derrière toute cette complexité, il y a une telle réflexion sur la vie humaine, sur notre existence, sur la mémoire, sur les rêves. Mais je vous conseille vraiment de noter tout de suite la date. Note-le toi, je vois que tu n'es pas en train de noter. Le 11 mai, il faut aller en librairie pour acheter Le Pays des Rêves Oubliés. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, notez. Nathan va me reparler du livre dans une prochaine vidéo. Il faut pas que je rate cette vidéo. Et c'est marrant puisque dans ce roman, il y a une espèce de quête de vérité qui est mise en scène. Et cette vérité anime les 2 prochains romans dont je vais vous parler. Juste après la lecture du Pays des Rêves Oubliés, je suis partie en voyage en Suède et pour cela j'avais bien préparé mon coup parce que j'avais acheté 2 romans suédois que je tenais à découvrir ou qu'on m'avait conseillé. Le premier, c'est bien entendu le premier tome de Millennium de Stieg Larsson qui est un grand polar suédois dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Je lis presque jamais de polar. Alors je suis vraiment rentré dans l'univers de Millennium avec une fraîcheur et une curiosité qui était propre à un lecteur qui n'a jamais découvert, ou presque, le genre dont il est question. Et je pense que c'était vraiment une belle porte d'entrée parce que Millennium est un roman oufissime. Déjà il est hyper addictif. Moi quand j'étais, avant d'aller en Suède et en Suède, c'était un peu ma drogue. Et quand je ne lisais pas Millennium, j'étais en manque de cet univers, de cette histoire et de ces personnages. Une fois de plus, c'est un roman profond, complexe et intéressant qui met en scène des enjeux politiques, économiques, journalistiques et culturels de la Suède qui sont amenés avec intelligence, finesse et plutôt simplicité. Bon, c'est pas abordable par tout le monde, mais même moi qui ne suis pas habitué à ce genre de livre, j'ai vraiment abordé la chose avec facilité et j'ai adoré découvrir tous ces enjeux qui étaient mêlés à l'histoire. C'est une enquête, c'est une investigation, c'est plein de rebondissements, c'est plein de choses inattendues, même le dénouement en lui-même n'est pas si attendu que ça et va peut-être nous amener sur des terrains auxquels on ne s'attendait pas. C'est une histoire portée par des personnages vraiment très attachants alors qu'ils sont loin d'être simples, loin d'être lumineux et même plein de défauts. Mais c'est ça qui fait leur humanité et c'est ça qui fait leur véracité. En fait, c'est vraiment des personnages originaux et en couleur, notamment le personnage de Lisbeth Salander qui est très particulier et qui fait un peu le succès aussi de Millennium, ou en tout cas son identité. Mais voilà, j'ai vraiment dévoré les 600 pages de Millennium. J'ai hâte de retrouver les personnages dans les 2 autres tomes qu'a pu écrire Stieg Larsson avant de malheureusement décéder. Et je vous enjoins réellement à lire Millennium, que vous soyez amateur de polar, bon dans ce cas-là vous l'avez sans doute déjà lu ou pas. Et le dernier livre que j'ai lu dernièrement, c'est Gentleman de Claes Ostergren, publié aux éditions Point. Et celui-là, je viens juste de le finir. En fait, je viens juste de le finir pour vous en parler. C'est pour vous que j'ai fait ça. Non, mais en vrai, comme ça m'a obligé à le finir maintenant parce que je commençais à faire traîner la fin. Et du coup, je suis encore dans les impressions que m'a laissé la fin. Donc, je vais peut-être pas avoir un discours très construit, mais j'espère quand même vous donner envie de le lire parce que c'est un très beau roman. Au contraire de Millennium qui est très accessible, très passionnant, très immersif et vraiment rebondissant, attention, Gentleman c'est un roman beaucoup plus littéraire. Si vous n'êtes pas un grand lecteur, il faut peut-être passer par d'autres romans avant d'en arriver à celui-là. On commence sur un début très mystérieux avec le personnage de Claes qui est en fait le même nom que celui de l'auteur. Et pourtant ce roman n'est pas une autobiographie, mais c'est intéressant la façon dont l'auteur s'est placé dans le roman en utilisant son nom. Et ce Claes est dans un appartement très sombre dans lequel il dit avoir vécu des choses qui l'amènent à ce moment de son existence d'une grande mélancolie et d'une grande solitude. Et là il nous dit qu'il va retracer le parcours des 2 frères Morgan, Léo Morgan et Henry Morgan. Léo étant le jeune frère poète et alcoolique et drogué et un peu fou, alors que Henry est le grand frère qui est un dandy, un gentleman. Sur les 600 pages, j'ai quand même trouvé, je dois l'avouer, qu'il y avait certaines longueurs, certains passages qui m'ont
qui m'ont un peu égaré. Mais sinon, je me suis vraiment laissé emporter par cette lecture qui, il me semble, m'a beaucoup apporté. D'abord, comme je vous le disais, c'est un roman beaucoup plus littéraire, qui creuse et qui fouille et qui explore les personnages qu'il met en scène avec une grande finesse. Ces personnages, c'est des vrais gentlemen qui évoluent dans les années 70 en Suède. Et ils sont un peu anachroniques dans leur manière, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de vivre, dans leur quête artistique de vérité qui les pousse à vivre un peu justement comme ces dandys et ces artistes déconnectés du monde réel et pourtant animés par la ferveur politique, par les doutes politiques qui traversent le pays. Et dans cette quête de raconter un anachronisme, il crée, comme il le dit, une chronique de la Suède de cette époque assez sombre, assez amère et assez mélancolique. Et si je vous dis que je suis resté un peu sur les impressions que m'a laissé la fin, c'est parce que justement elle m'a laissé avec cette mélancolie-là. J'ai eu l'impression à la fin que toutes les digressions et que toutes les longueurs du livre que j'avais pu trouver trouvaient leur sens dans la fin, et en fait je crois bien que dans ce roman rien n'est laissé au hasard. La fin que j'ai trouvée magistrale vous laisse à la fois dans cette résolution de tout le roman où on a l'impression que tout prend sa place à la fin, et en même temps l'auteur nous laisse avec une espèce de mystère planant, de quelque chose de sombre, d'une mélancolie qui ne pourra pas trouver une solution, ou en tout cas que les personnages trouveront en dehors du roman. Et c'est cet équilibre-là que j'ai trouvé magistral. Et en plus j'ai l'impression qu'il disait ce que tout le reste du roman disait, c'est-à-dire que ce personnage principal, Klas Östergren, semble dans sa vie, comme dans sa vie d'artiste, être à la recherche d'une perpétuelle vérité. Et en même temps c'est un personnage qui se voile la face, qui ne veut pas voir certaines choses, qui vit parfois dans le déni et qui va finir par devenir, comme il le dit, comme Henry Morgan, son grand ami, un bluffeur. Le roman suit cette courbe ascendante dans laquelle les personnages Henry et Klas deviennent amis et construisent le rythme de leur vie et vont vers une création artistique de plus en plus florissante, et ensuite petit à petit on redescend, les personnages deviennent plus mélancoliques, plus lucides, et on a l'impression qu'ils perdent cette folie créatrice et cette amitié pétillante qui les alliait pour regarder le monde justement avec plus de vérité, mais c'est ça qui pourrait les détruire. C'est hyper difficile de vous en parler en peu de temps et surtout juste après l'avoir fini, du coup j'espère que j'ai pas dit n'importe quoi, mais c'est vraiment un roman intéressant, profond, émouvant. Voilà, j'étais censé faire une vidéo courte dans laquelle je parlais de seulement 4 livres brièvement, et ainsi je ne vous abreuvais pas de plein de paroles qui vous auraient perdu dans les méandres de mon esprit de lecteur, et finalement cette vidéo est très longue, mais pour la résumer, je vous dirais de retenir seulement 2 livres. Il s'agit de Millennium de Stieg Larsson et du Pays des rêves oubliés de Lavinia Petty, qui n'est pas encore sorti, mais n'oubliez pas de noter la date dans vos agendas. Je vous dis donc à très bientôt, faites de belles lectures et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde.